Bienvenue tout le monde. On va commencer peu à peu. Je me présente d'abord. Je m'appelle William Jacquemont-Beauchemin. Je suis chercheur et médiateur à Execo. Je vais animer aujourd'hui la conférence, de Jean-Marie Lafortune que je vais présenter dans un moment. Tout d'abord, ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires qui vise à apporter des regards sur l'action culturelle, un regard donc par écran interposé dû à la pandémie, on se retrouve. C'est le quatrième d'une série de webinaires. Le dernier était animé par Christian Poirier et accueillait Monica Gattinger et Diane Saint-Pierre autour des politiques culturelles. L'enregistrement est disponible en ligne si c'est un sujet qui vous intéresse. Cette série de webinaires-là est organisée conjointement par la chaire Fernand Dumont en culture, par l'Observatoire des médiations culturelles et par Execo. Je vous avertis tout de suite, la séance est enregistrée, elle sera mise en ligne par la suite. Donc, à vous de voir si vous voulez garder vos caméras allumées ou non, ainsi de suite. Et voilà un peu pour les précautions d'usage. La séance va se dérouler, il va y avoir une présentation de 30-35 minutes par Jean-Marie, ensuite une période de discussion, d'échange. Le titre de la présentation d'aujourd'hui, c'est « Art et médiation culturelle à l'ère de la créativité et des populismes ». Par Jean-Marie Lafortune, je vais passer par l'étape traditionnelle de lire la biographie de Jean-Marie. Donc, Jean-Marie Lafortune est professeur au département de communication sociale et publique de l'UQAM, membre du comité scientifique du Réseau international de l'animation, rédacteur de la revue Animation, territoire et pratiques socioculturelles. Il est rattaché à l'Observatoire des médiations culturelles, au groupe de recherche sur l'éducation et les musées, et au laboratoire de recherche sur les publics de la culture. Il a notamment publié en 2020 chez Peter Lang « De la médiation culturelle à la médiatisation de la culture, entre droit et régulation », dans Michel de Goya et Mario Marcon, un livre qui s'appelle « L'essentiel de la médiation, le regard des sciences humaines et sociales ». En 2019, il a publié également aux presses de l'Université de Montréal « Les dispositifs institutionnels de médiation culturelle sous le joug du néolibéralisme » dans l'ouvrage dirigé par Maryse Paquin et des collègues « L'essor de la vie culturelle au 21e siècle, perspective France-Québec ». Dans la foulée de ses travaux récents, il co-dirige un ouvrage avec Annick Meunier et Jason Lukaroff, apparaître en 2021 à la Documentation française. Le titre de l'ouvrage, « La transmission culturelle dans les musées de société, contexte, approche et pratique ». Voilà pour la biographie de Jean-Marie. La courte description de la présentation qu'il nous propose aujourd'hui. La présentation va porter sur les enjeux du passage de la médiation à la médiatisation de la culture. Il va nous en dire plus. Comment ce passage-là est accéléré avec l'actuelle crise sanitaire en contexte de transition vers une civilisation numérique post-humanisme et post-démocratique. Donc, il va aussi nous en dire plus là-dessus. Ce matin, avant de te passer la parole, Jean-Marie, j'ai pris le temps de regarder un peu les diapositives que Jean-Marie a mis à notre disposition et qui pourront vous être rendues disponibles si vous le souhaitez. Je pense que ça va être intéressant, la discussion. Je pense qu'il va y avoir des aspects qui vont être polémiques. Donc, j'ai hâte d'entendre Jean-Marie. J'ai hâte aussi de mettre ce sujet-là à la discussion entre nous. Sur ce, Jean-Marie, je te passerai la parole pour débuter ta présentation. Merci. Merci d'être là. Alors, bonjour tout le monde. Merci effectivement d'être là pour partager une réflexion qu'on pourrait qualifier d'inquiète sur les mutations de l'art et de l'intervention culturelle depuis une vingtaine d'années, en contexte de changements sociaux et sociétaux plus vastes, de manière à tenter de dégager des tendances à l'œuvre et d'identifier les défis à relever qui m'apparaissent très importants. Un plan de présentation assez convenu. Alors, on se replonge dans le socle de cette médiation culturelle au Québec, le langage qu'on a encore l'habitude d'utiliser et cette idée d'un renforcement de la citoyenneté active. Dès la deuxième partie, on plonge dans un changement annoncé avec l'adoption de nouvelles politiques qu'on appelle maintenant créatives et à l'intérieur desquelles, me semble-t-il, les arts cèdent aux innovations techno-commerciales. Ensuite, on va aborder la question de la montée des populismes. Et par populisme, ici, il faut convenir qu'il s'agit là de postures anti-institutionnalistes.
Alors, je sais qu'il y a plusieurs façons d'aborder, de définir le populisme, mais ici, je me suis contenté d'une telle posture et vous allez voir qu'il est possible à ce moment-là d'aborder du populisme de droite comme de gauche. Mais de toute manière et de quelque source que ce soit, ça s'accompagne d'un recul démocratique. Enfin, on va se tourner vers les nouveaux territoires géographiques, professionnels et critiques de la médiation culturelle et l'essor donc de la médiatisation de la culture et les défis, bien sûr, que ça pose pour la conception qu'on s'est fait depuis une vingtaine d'années de la médiation. Alors, donc, sans plus attendre les variations assez connues sur le socle de la médiation culturelle, donc les arts et la citoyenneté. Alors, les pratiques de conscientisation favorisant la participation démocratique au moyen des arts, qui outillent, bien sûr, et permettent l'expression du plus grand nombre, et l'accès aux ressources institutionnelles dans une perspective de transformation sociale et de renforcement de la citoyenneté active constitue bel et bien le socle, on pourrait dire, reconnu, formel de la médiation et, à vrai dire, de l'animation culturelle en bonne partie. Ça se traduit également par un engagement vers le vivre ensemble, un vivre ensemble qu'on pourrait postuler sous l'égide d'un certain universalisme, en donnant la parole au plus grand nombre dans l'espace public délibératif, et donc dans les lieux publics, les médias, les assemblées d'élus, le cas échéant. Les valeurs phares, bien sûr, on les connaît, ce sont celles de justice sociale, de solidarité, de participation, d'inclusion, de pluralisme. Or, les politiques culturelles, depuis 5 ans plus spécifiquement, ont été reconfigurées, refondues, redéfinies autour de l'idée de créativité. Alors, promu bien sûr à l'aube du 21e siècle, ce thème de la créativité, qui désigne un processus d'innovation techno-commerciale plutôt qu'une démarche artistique de création, devient en 2017 l'objet de la nouvelle politique culturelle promue par l'UNESCO. Bien sûr, dans la foulée, les gouvernements ont pris la balle au bond et tant au niveau canadien qu'au niveau québécois, il y a eu adoption de politiques culturelles, donc en 2017 et 2018, qui ont contribué à réorienter l'aide publique vers l'économie numérique. Le plan numérique, bien sûr, culturel au Québec a bien traduit cette logique. Or, détaché du projet humaniste au fondement de la conception de la démocratie, donc qui fondait les goûts, les opinions, la délibération, l'art nourrit l'innovation ou soulage les exclus de cette économie. Donc, vous voyez que la mutation de l'art, déjà, est en cours à l'intérieur d'une redénomination, si on veut, des politiques publiques passant de la culture à la création ou la créativité. Les compétences citoyennes ne sont pas les mêmes que les compétences dites créatives. Et c'est pourquoi il faut tenter de bien baliser ces domaines qu'on retrouve parfois dans la littérature de manière confondue. Alors, la diffusion sociale de la culture soulevait des enjeux liés aux 3 sphères du déficit démocratique, à savoir la représentation, la participation, la redistribution de la richesse. La participation, à laquelle on se revendiquait, consolidait des compétences citoyennes, à savoir des codes d'accès aux œuvres et à la vie publique. Mais la diffusion médiatique de la culture, elle, comporte des enjeux technologiques en contexte de concurrence économique. L'innovation, les modèles d'affaires, évidemment, on pense à la Silicon Valley. La collaboration développe des compétences d'usager, c'est-à-dire des codes d'accès aux données, à la vie publique. J'ai bien sûr souligné ces 2 thèmes parce qu'il y a, malgré une parenté apparente, il y a, à mon sens, une distinction, voire un éloignement important entre cette idée de participation démocratique et de collaboration à la vie numérique. Alors, il y a une redéfinition des dispositifs d'intervention dans la foulée, des formations qualifiantes et des formes d'accompagnement qui, donc, se restructurent dans ce passage de la médiation à la médiatisation de la culture. Quelques mots, donc, sur la montée des populismes. D'abord, le contexte. Un contexte, donc, défini par l'avènement du capitalisme informationnel de surveillance,
dont les sphères d'origine sont l'élaboration de logiciels, les médias, les biotechnologies, et de la société post-démocratique. Donc, je fais remonter à 2001, au fond, dans la Seconde Guerre d'Irak, alors que le président états-unien avait convié l'ensemble, soi-disant, du monde libre à le suivre. Et ce qu'on a pu observer à cette époque, donc, c'est que les milieux intellectuels, universitaires et les médias ont pris le pari de suivre leur président à ce moment-là. Et à mon sens, ça démarrait, si on veut, un processus qui a peut-être connu son apothéose le 6 janvier dernier, bien sûr, avec l'attaque du Capitole, mais qui s'enracinait dans une dynamique beaucoup plus vieille. La montée des populismes s'enracine également dans la recomposition des classes politiques autour d'affairistes qui donnent lieu à des gouvernements qu'on qualifie, par exemple chez Alain Deneau, de juridiction de complaisance, à tel point qu'il se livre une concurrence pour attirer les capitaux et les capitalistes. Donc, cette réalité, bien sûr, n'échappe pas au Québec, où notre premier ministre est une personne issue des milieux d'affaires. On pense à la France, où le président Macron était également banquier dans de grandes institutions financières, etc. La Chine, où, par exemple, les multimillionnaires sont surreprésentés dans leur instance politique. C'est en phase avec un déclin de l'autorité traditionnelle institutionnelle, puisque l'individualisme est requis par le mode de production. Enfin, c'est parfois dénoncé ou déploré comme étant un phénomène contemporain comment dire, difficile à conjuguer avec les valeurs actuelles, mais l'individualisme, selon moi, ce n'est pas tant une disposition des personnes qu'une exigence du mode de production qui a séparé les lieux de production. On ne retrouve plus d'usines, on retrouve finalement des gens isolés, et on comprendra bien sûr qu'en contexte de pandémie, c'est encore plus vrai puisqu'on se retrouve tous et toutes souvent seuls dans nos bureaux, enfin dans nos pièces, à participer à la vie démocratique, mais sans pouvoir véritablement former groupe et pression à travers ce groupe. Ce déclin, donc, s'accompagne de l'essor des élites urbaines mondialistes, ce que dans la littérature on appelle les gens de nulle part, puisqu'ils sont de Montréal, sont de New York, ils pourraient être de Delhi, de Bamako, etc. Bref, des grandes villes formant le réseau urbain mondial. Et aussi l'essor des figures charismatiques autoritaires et des influenceurs. Donc, au fond, quand les institutions cessent d'influencer ou enfin d'inspirer les pratiques et d'incarner l'autorité, évidemment, il n'y a pas un vide qui se fait sentir longtemps. Il y a d'autres figures qui prennent le relais. Mais ces figures ne sont pas toujours les plus compatibles avec les idéaux démocratiques. On pense bien sûr comme figure charismatique autoritaire, président Trump, Bolsonaro au Brésil, etc. Alors, l'adhésion aux orthodoxies se substitue à la délibération démocratique alors que les opinions n'ont plus besoin des médias traditionnels pour s'exprimer publiquement, puisque les nouveaux espaces publics ne sont plus espaces publics comme on l'entendait autrefois, puisque ce sont des espaces virtuels ou numériques aménagés par des corporations privées, mais qui font malgré tout office d'espaces publics en l'absence d'autres, disons, plateformes pour ce faire. Les caractéristiques maintenant de cette montée des populismes, d'abord, c'est que détaché du rapport capital-travail, qui est évidemment la contradiction principale du système capitaliste, les questions sociales sont réduites à des rapports identitaires. Alors, non pas que les rapports identitaires n'aient pas une importance, bien sûr, dans la société contemporaine, mais qu'ils l'emportent autant et qu'ils laissent dans l'ombre le travail autour de cette contradiction entre capital et travailleurs, si on veut, nous prive d'une contestation qui ciblerait directement, on pourrait dire, les exploiteurs, c'est-à-dire, au fond, les forces économiques d'exploitation. La montée des pouvoirs sociaux
Et là, on a affaire à des réseaux d'influence qui sont eux-mêmes très influençables. Hein. Ce ne sont pas des instances autonomes, il n'y a pas une indépendance journalistique, etc. Se substitue l'instrument juridique, c'est-à-dire au fond, l'outrage prend la place de la contestation, donc l'instrument politique est relégué au second plan, et ça fait advenir ce qu'on pourrait appeler le couronnement des droits bourgeois contre l'intérêt général. Et j'inscris bourgeois puisque à mes premières années de militantisme, dans les années 80, bien sûr, tout ce système de droit était dénoncé comme étant effectivement l'apanage d'une classe sociale, au fond. Et qu'avec disons, la fin du régime soviétique, le droit ou les droits bourgeois libéraux se sont imposés comme les références universelles, mais c'est donc de date assez récente que tout ça, bien sûr, s'est instauré. L'éthique et le moralisme qui accompagnent cette pensée centrée sur les rapports identitaires vient d'une opinion, s'enracine dans une opinion d'autrui qui s'impose comme la norme et l'adhésion aux orthodoxies comme une profession de foi. Et on le remarque notamment à travers les nouveaux rapports à la transgression où on pourrait, sans trop de nuances, démêler facilement le bien et le mal. Et donc, au fond, on se retrouve dans une situation un peu de cinéma hollywoodien où on incarne rapidement qui sont les bons et les méchants, mais à la différence peut-être d'Hollywood, c'est que la fin n'est jamais une fin heureuse en ce qui concerne la vie sociale. Ensuite, bien, il faut noter la fabrication de raisons parallèles, l'avènement de ce qu'on appelle les faits alternatifs, et sans construction de raisons communes. Donc, on perd bien sûr ce qui faisait un peu le cœur de la démocratie. Ces anti-institutionnalismes conduisent à un recul démocratique. Alors, si on veut essayer d'identifier ces sources, il me semble qu'on peut voir à droite cette remise en question de l'illégitimité intrinsèque des institutions publiques contre le volontarisme politique ou l'universalisme, c'est-à-dire qu'au fond, à droite, on a toujours, ils ont fait la promotion des institutions privées, à savoir l'Église, la famille, le contrat. Mais à gauche aussi, donc on dénonce l'illégitimité, mais cette fois-ci conjoncturelle des institutions nationales, puisque la raison, la science et la démocratie n'auraient pas tenu leurs promesses. Alors, ce n'est pas une fin de non-recevoir définitive, si on veut, mais c'est un bilan qui a été établi et qui amène plusieurs militants et militantes s'identifiant à la gauche à faire le pari de donner le primat aux institutions supranationales. Au fond, hein, le national étant toujours sujet à dérive, hein, évidemment, pas simplement la Seconde Guerre mondiale, mais les nationalismes obtus, etc. Et donc, il y a on pourrait dire, une fuite vers l'avant, vers des institutions donc, qui déborderaient l'État national. Ça donne lieu, ces anti-institutionnalismes, à des programmes politiques qu'on peut qualifier de sentimentalistes, fondés un peu sur une empathie, et des stratégies médiatiques de l'émotion, de l'authenticité, qui confinent souvent à la démagogie et voire à la censure, contre, par exemple, la liberté d'expression, contre la liberté artistique. Et là, bien sûr, on est au cœur de notre débat sur cette mutation de l'art. Si les artistes sont eux-mêmes disons, conduits à l'autocensure, on a affaire à on pourrait dire, un milieu artistique atrophié. Et finalement, le domaine juridique, lui, est posé comme seul apte à prendre en charge des problèmes sociaux. Or, le droit, et c'est attesté évidemment dans la littérature, est le moteur, le terrain, le langage et l'arme privilégiée des réformes néolibérales. Henri Voisard, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le droit du plus fort », laisse même entendre que les chartes aujourd'hui garantissent les libertés des possédants contre la tyrannie de la majorité. Alors ça remet en cause un peu la prédilection pour la voie juridique ou judiciaire dans
je dirais, le règlement des conflits en société démocratique. Alors, les territoires géographiques de la médiation dans ce contexte, bien sûr, on peut reconnaître les paradigmes anciens de développement culturel, d'aménagement du territoire. La culture, dans ce contexte-là, se définissait comme un levier de développement territorial conçu comme processus d'émancipation collective. Or, les paradigmes récents des territoires créatifs, qui sont eux-mêmes toujours en concurrence, et de classes créatives mobiles, qui effectivement peuvent aussi se déplacer d'un territoire à l'autre, font que la culture est aujourd'hui considérée ou définie comme un levier de croissance économique lié aux performances des personnes et des organisations innovantes. Donc, on a un saut qualitatif très important entre l'émancipation collective et la contribution d'organisations innovantes. Par exemple, le réseau de l'économie sociale et solidaire cède à ceux de l'entrepreneuriat. Je rappelais, moi, dans les années 80, les façons alternatives de répondre, par exemple, à la crise du logement, c'était de fonder, par exemple, des coopératives d'habitation. J'en étais. Mais aujourd'hui, ce qu'on entend de plus en plus, c'est que l'issue ou l'alternative au néolibéralisme serait les laboratoires, les Fab Labs, les startups. Et curieusement, on a affaire là à des condensés, au fond, d'idéaux capitalistes. Qu'est-ce qu'une start-up, sinon une entreprise dédiée à rapporter le maximum en un tout court laps de temps. Alors donc, ce qui apparaissait, on pourrait dire, comme voie de sortie, nous condamne, semble-t-il, à rentrer encore plus profondément dans la logique dominante actuelle. Enfin, les zones urbaines ou rurales déclassées, composées de ce qu'on appelle les perdants de la mondialisation, c'est-à-dire au fond les gens de quelque part, les gens qui sont assujettis, si on veut, à un territoire donné et qui n'ont pas la possibilité de se déplacer autant que les autres, sont soumises à des interventions d'apaisement. Éventuellement, en animation culturelle, on dit que c'est l'obsession sécuritaire qui l'emporte sur le reste du programme. Maintenant, les territoires professionnels de la médiation, les registres de pratique de la médiation se superposaient à ceux de l'éducation populaire autrefois, ou informelle, du travail social, des arts communautaires. Mais maintenant, les nouveaux voisinages professionnels me semblent en tout cas dominés par les intervenants socio-éducatifs, les opérateurs culturels privés, qui les relèguent, donc les médiateurs et médiatrices, à la périphérie du système. Évidemment, pour nous qui sommes au cœur de ce groupuscule, on a l'impression d'être aussi au centre de l'intervention culturelle et du système culturel. Mais une analyse rapide, je pense, nous permet de situer qu'on se retrouve loin du centre et en périphérie, on pourrait dire marginaux parmi les intervenants culturels contemporains. Le secteur de la médiation culturelle, bien sûr, est fragilisé au Québec, où les médiateurs n'ont pas d'ordre professionnel. Je sais qu'il y a des initiatives, des regroupements, des efforts en ce sens, mais pour tout dire, en l'absence de filière de formation universitaire, encore là, il y a quelques cours qui se donnent à différents niveaux, premier cycle, deuxième cycle. J'en donnerai un séminaire de doctorat sur les arts, les artistes, la médiation culturelle l'an prochain là, à l'UQAM. Mais donc, ce sont des initiatives un peu isolées et qui ne constituent pas une filière de formation universitaire forte qui aurait pu conduire éventuellement à la formation d'un non-professionnel. Donc, le défi est d'autant plus grand qu'on n'a pas, justement, un programme bien identifié de médiation culturelle. Les territoires critiques de la médiation maintenant, c'est qu'on doit reconnaître, je pense, les limites intrinsèques à la médiation culturelle, c'est-à-dire, au fond, une conceptualisation inachevée. On ne parvient pas, probablement, que si on écrivait chacune dans le clavardage notre définition de la médiation, on aurait autant de définitions qu'il y a de participants et de participantes. Ça témoigne d'une conceptualisation inachevée. Il y a une profession éclatée, je l'évoquais à l'instant, et aussi une politisation de l'intervention culturelle. Évidemment, il ne s'agit plus simplement de favoriser une introspection et un épanouissement, mais au fond de garantir, on pourrait dire, des
une croissance, une activité économique qui permettent aux décideurs politiques d'améliorer, d'enjoliver leur mandat de telle manière, bien sûr, qu'au renouvellement, aux élections suivantes, ils puissent mieux se qualifier. Il y a aussi des contraintes conjoncturelles qu'on doit souligner. Je l'ai évoqué aussi plus tôt, l'hégémonie des logiques de marché. Et donc maintenant, c'est plus de se dire faut-il ou non un marché, c'est est-ce que le marché fonctionne bien ou non, mais il n'y aurait plus d'alternative ou plus d'options à l'extérieur de marché. Une division parmi les mouvements sociaux, et ça, c'est assez flagrant là, depuis un certain nombre d'années, depuis l'éclatement, on peut dire, des mouvements ouvriers, depuis aussi que les grands syndicats n'accompagnent plus les classes populaires sur le terrain. La division règne. Et en ce qui concerne la médiation culturelle, bien, le financement par projet qui plombe au fond la pérennité des impacts et des retombées de ces projets, de ces actions de médiation. Alors, sans maîtrise des théories critiques, et évidemment, moi, je suis rattaché au département de communication sociale et publique, alors je suis d'autant plus tenté de me pencher sur ces théories critiques des médias, mais sans non plus projet professionnel collectif et sans une plus grande autonomisation vis-à-vis de l'appareil politique. À mon sens, la médiation est subordonnée, donc est subordonnée à des forces qui la surplombent. Et enfin, sans alternative aux logiques marchandes, à une mobilisation élargie, au financement pérenne des activités, il y a tout lieu de penser que la médiation relaie les injonctions du pouvoir. Alors, donc, quelques tendances lourdes, me semble-t-il, qu'il faut regarder et qui vont nous amener à poser un certain nombre de questions, on pourrait dire presque existentielles, relativement à l'avenir de la médiation culturelle. Alors, les tendances, c'est d'une part le recul des humanités, on pourrait dire d'humanités scientifico-artistiques, à savoir une contraction de la formation. La raison empirique semble céder aux idéologies. L'art fait place à la communication. Plusieurs collègues en sciences humaines et sociales nous disent que la science n'est plus ce qui devrait guider leur pratique. Et par ailleurs, vous aurez bien sûr noté le changement de formation, par exemple au cégep. Il n'existe plus de telle chose que l'art et lettres, mais il existe des programmes de communication. Deuxième élément de ce point, c'est que la culture numérique fleurit, bien sûr, aux dépens des arts vivants. Alors, le GAFAM, sans grande surprise, sort grand gagnant du contexte de pandémie actuelle. On a vu les statistiques canadiennes à l'effet, qui sont sorties au mois de décembre dernier, à l'effet que le tiers des travailleurs du spectacle se sont réorientés vers d'autres secteurs. Et au Québec, 50% des danseurs, danseuses auraient fait de même. Donc, on se retrouvera, tout lieu de penser, en 2022 avec, on va dire, des arts vivants atrophiés, affaiblis, et non pas une consommation culturelle plus faible, puisque le numérique, évidemment, prend l'espace qui a été laissé vacant. Il y a, me semble-t-il aussi, un courant plus profond, qui est celui de l'avènement de ce que je qualifie de post-humanisme. Alors, ça s'articule autour du thème de l'humain augmenté. Un humain augmenté extrait de son environnement social et naturel, c'est-à-dire au fond plongé exclusivement dans l'univers numérique. Donc, qui est né de cette civilisation et de l'intelligence artificielle et qui se caractérise moins par sa citoyenneté que par sa connectivité. Donc, au fond, l'utopie de la communication, etc., c'est un peu fondé sur cette idée qu'on est tous et toutes le nœud de certains réseaux de communication et que c'est en s'inscrivant au bon endroit dans ces réseaux de communication que l'on exerce notre influence, que l'on participe à la société, beaucoup plus que par une pratique citoyenne comme on l'entendait encore il y a peu. Et dans la foulée, me semble-t-il, on assiste à l'évanescence d'un triptyque fort qui avait structuré la pensée et l'action depuis des décennies, à savoir le lien fort entre art,
pensée critique et démocratie. Autre tendance lourde, me semble-t-il, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature comme étant le thème de l'inversion de l'art et de la culture. Alors, les auteurs qui l'abordent constatent ou observent que l'art ne contribue plus à l'élévation de la conscience de soi, au développement d'esprit critique, à l'autonomie de la raison et à la délibération. Au fond, on peut en parler au conditionnel. Il se serait dissous dans la culture et la culture elle-même dans la communication. Alors, je vous réfère peut-être au texte de Régis Debray, pour qui, bien sûr, la culture était un enracinement, se développait dans le temps, alors que la communication, c'est plutôt un développement dans l'espace. C'est de rejoindre deux points dans l'espace. Donc, il y a, on pourrait dire, désarmement de l'art comme outil de questionnement, de remise en cause des pouvoirs. Et quand on dit l'art, bien sûr, j'ai conscience d'une certaine généralisation. Il faut voir là comme, on pourrait dire, sous ses formes dominantes actuelles, et notamment sous ses formes financées par les gouvernements et les pouvoirs économiques. Donc, l'art créait, il n'y a pas encore longtemps, de la dissidence et la culture du consensus, et ce serait maintenant l'inverse. Donc, la subversion de l'art n'attaquerait plus les pouvoirs en place. Évidemment, le thème de la subversion qui a accompagné celui de l'art pendant longtemps est déjà inquiété depuis, je dirais, un certain nombre d'années, peut-être 2 décennies, puisque la subversion semble ne plus jouer son rôle corrosif envers les pouvoirs et fait plutôt l'objet d'une récupération rapide par les pouvoirs en place, les pouvoirs institutionnels le cas échéant. On pense, par exemple, au graffiti, qui, il n'y a pas si longtemps, apparaissait comme une atteinte à la propriété privée, enfin, une dérive dans les pratiques artistiques et qui, maintenant, fait l'objet d'expositions dans les musées. À travers la moralisation qui mobilise, donc l'art, on pourrait dire, sous sa forme contemporaine, joue le rôle, et là, je sais que le mot est fort, de supplément d'âme du néolibéralisme, à savoir que ses buts consisteraient à inspirer les innovations et à créer du lien social, et donc à être un facteur de croissance et d'union entre les groupes sociaux. Donc, c'est ce thème-là qui me semble traverser la réalité de l'art aujourd'hui. On dit l'art doit être convoqué pour créer de la richesse et l'art doit être mobilisé pour créer de l'inclusion. Donc, ce n'était pas les mandats que l'art ou les artistes se donnaient autrefois. Fred Turner, donc j'ai mis en suggestion de lecture à la fin de mon exposé, en parle comme étant un retournement des idéaux des années 60. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'agirait de rendre floue la distinction entre le privé et le public, entre le travail et l'activité créative, entre l'engagement personnel et les bénéfices de l'entreprise. Alors, pour lui qui étudie comment comment on mobilise ou utilise les arts dans la gestion des entreprises du numérique dans la Silicon Valley, il estime qu'il y a un détournement de fonds qui a été produit. Alors, voilà les questions posées à la médiation culturelle ou posées aux médiateurs et médiatrices culturelles et sur lesquelles, enfin, je pense qu'il faut se pencher et trouver des éléments de réponse, en tout cas, qui nous permettent de nous relancer le cas échéant. C'est qu'on doit d'abord, je pense, faire le constat de l'échec de la culture élitaire pour tous. Donc, la statistique troublante à cet effet, c'est celle issue de la dernière enquête sur les pratiques culturelles en France, donc qui remonte à l'année dernière, et qui laisse entendre que plus de 2/3 des Français ne sont jamais allés au musée. Et que donc, les efforts de démocratisation qui sont en France sûrement aussi importants que ceux déployés au Québec, avec une offre évidemment muséale largement bonifiée, n'est pas parvenu à rejoindre ne serait-ce qu'un
une personne sur deux là-bas en France. J'ai vu que Gilles Pronovo est parmi les membres de l'assistance. Peut-être a-t-il des données plus récentes sur cette réalité québécoise. Mais chose certaine, il y a tout lieu de penser que c'est peut-être même pire ici, considérant effectivement le fait que la population n'estime pas que l'offre muséale lui est étrangère ou éloignée. On se souvient, je pense que j'ai vu aussi Rosaire Garon qui avait, il y a peut-être une dizaine d'années, évoqué cette idée que les gens estimaient que les institutions culturelles étaient accessibles géographiquement et économiquement. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils les fréquentaient pour autant. Donc, au fond, il y a une vraie question à savoir, faut-il encore poursuivre dans cette voie de démocratisation et quelle est cette alternative? Évidemment, on évoque souvent l'idée de démocratie culturelle, mais comment est-ce que ça se traduit concrètement? À mon sens, ça devrait conduire à un déplacement des ressources. C'est-à-dire qu'au fond, il faudrait permettre aux populations qui n'ont pas un intérêt manifeste envers une offre dite élitaire, de quand même disposer des ressources collectives rares, parce qu'au fond, on donne de l'argent au musée pour élargir leur offre, élargir leur public, mais ils y parviennent peu ou pas. Mais pendant ce temps-là, ça veut dire qu'il y a des segments de population qui sont privés de ces ressources et qui devraient pouvoir y accéder. Alors, mais comment y parvenir au mieux, ça fait partie du débat. Deuxième élément, la médiation culturelle s'immisce dans la relation entre artistes et public et contribue à façonner l'offre et la consommation culturelle en recadrant la création des œuvres et la construction des goûts à partir des orientations imposées par les financeurs des projets et des dispositifs. Ça m'amène à évoquer un nouveau modèle de la médiation culturelle sur lequel je travaille actuellement, inspiré enfin d'un auteur qui s'appelle Claude Mollard, qui fait de l'ingénierie culturelle, selon ses propres dires, mais qui laisse entendre qu'à l'origine, ce qu'il y a, c'est un système artistique. C'est-à-dire, au fond, les artistes veulent être en contact direct avec les publics. Mais ce système artistique se trouve, jusqu'à un certain point, court-circuité par le système culturel. Et quel est le système culturel? C'est un ensemble de subventionneurs qui dictent, à partir, évidemment, des allocations financières, qui reconfigurent une offre culturelle en s'associant des personnes qui agissent en tant que médiatrices. Et là, ce ne sont pas que des médiateurs, médiatrices culturelles comme on l'entend, mais on pourrait dire les universitaires peuvent faire l'objet ou agir comme médiateurs en ce sens. Les critiques d'art sont également partie prenante de ce volet, mais toujours est-il que ce que ça laisse entendre, c'est que ce rôle n'est pas si anodin, si neutre et si étranger à tout pouvoir. Alors, la question qui se pose, moi, c'est que j'entends souvent les personnes engagées en médiation témoigner de leur bonne disposition envers les populations marginalisées, empêchées, exclues, etc., mais ne reconnaissent pas le pouvoir, et j'ai appelé un pouvoir délégué, parce que c'est délégué par les subventionneurs qui contribuent avec eux à orienter cette offre culturelle qui va rencontrer sa demande. C'est ça qui est l'effet d'un système culturel sur le système artistique. Et là où on peut voir le retour, on pourrait dire, à l'origine, c'est à travers justement le numérique. C'est-à-dire que le numérique a permis aux artistes d'aspirer à retrouver ce lien privilégié avec leur public sans passer par des intermédiaires. C'est ça qui était l'aspiration. Sauf qu'on comprend bien, et c'est la troisième interrogation, c'est qu'avec les nouvelles normativités numériques, la consommation culturelle s'effectue maintenant seule, devant un écran, au moment de son choix, et que l'accompagnement qu'on pouvait offrir comme médiateur ou médiatrice cède au référencement. Donc, dans ce contexte-là, quelle place pour les médiateurs et médiatrices culturelles avec la multiplication des intermédiaires? Et tantôt, j'évoquais des intermédiaires, on va dire, humains du secteur privé, mais il y a déjà des intermédiaires machines, à savoir, par exemple, les algorithmes. Les algorithmes font un travail d'accompagnement des populations dans leur consommation culturelle qui déborde
d'une façon exponentielle ce que peuvent faire les médiateurs culturels. Donc, évidemment, ça pose un problème quand on est mis en concurrence avec de tels outils numériques que, par exemple, les cultures algorithmiques. Alors, en conclusion, c'est que, me semble que les tensions constitutives de la médiation trouvaient des résolutions compatibles avec l'approfondissement démocratique, orientant son action vers l'espace public, c'est-à-dire faire voir, hein, donner la parole, les organes politiques, peut-être plus souvent locaux que nationaux ou internationaux, mais quand même, ainsi que les institutions culturelles. Mais ces territoires géographiques, professionnels et critiques se redessinent en contexte de subordination de la culture à l'économie créative, qui rompt le lien pourtant bien établi auparavant entre art et citoyenneté, et de montée des populismes qui appellent moins à une réforme nécessaire des institutions publiques qu'à leur abolition, au nom d'une redéfinition de la communauté politique en deçà et au-delà des États-nations, prenant appui sur des institutions privées. Le sous-entendu, bien sûr, c'est que la démocratie doit pouvoir reposer sur des institutions publiques pour la faire vivre et que les institutions privées ne contribuent pas à renforcer la démocratie au sens fort. Alors, quelques références qui pourront vous intéresser, la majorité est assez récente. Et donc, comme le laissait entendre William dans la présentation, pour ceux et celles qui seraient intéressés à voir le PowerPoint, il sera possible de le solliciter directement auprès de lui ou de Margot, et puis de pouvoir, bien sûr, peut-être vous replonger dans cette présentation avec plus de profondeur et avec le temps nécessaire pour peut-être aussi là, approfondir certains de ces éléments. Alors, donc, je vous invite à réagir, à commenter et puis à interroger soit les postures ou soit les dispositions que je pourrais être appelé à promouvoir pour répondre à ces mutations, jusqu'à un certain point, à ce dévoiement de ce lien fort que tissait l'art, l'opinion et la démocratie, remplacés aujourd'hui par, subsumés aujourd'hui par une civilisation numérique qui les a emportés. Alors, à vous entendre maintenant. Un grand merci, Jean-Marie. On n'entend pas malheureusement les applaudissements en Zoom, mais ils sont là. On les entend. En tout cas, merci, c'est super stimulant. Tu nous livres pour qu'on soit pour. Alors, comment je vous propose de prendre des interventions, que ce soit des questions de clarification, des questions de fond, des commentaires, peut-être en prendre, c'est ce qu'on s'est entendu avec Jean-Marie, peut-être en prendre quelques-unes, donner la parole à Jean-Marie qui crie à voix, en me faisant signe par votre écran ou par la fonction lever la main, ou vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Alors, je vous laisse voir qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que vous m'entendez bien tout d'abord? Est-ce qu'on... Oui, non, OK, moyen, je vais essayer de régler ça. Mais de toute façon, la parole est à vous. Est-ce que quelqu'un veut prendre la balle et réagir? Oui, M. Pronovo, allez-y. Votre micro est fermé en ce moment. Sur Zoom. Bon, est-ce qu'on m'entend? Oui. Ça va. Jean-Marie, écoute, il y a une forme de médiatisation de la culture qui est via les médias, tout simplement. Et les études, par exemple, de la National Endowment for the Arts aux États-Unis indiquent bien que si on cumule non seulement les usagers culturels en in situ, etc., mais aussi ceux qui participent à la culture par médias interposés, ça change beaucoup la donne.
parce que c'est un public un peu plus populaire, des différences socio-économiques s'atténuent quelque peu, etc. Alors donc, mais tu n'as pas traité de cette question de, au fond, une participation culturelle par médias interposés, qui est une forme de participation culturelle, tout comme on ne peut pas se taper la Joconde tous les jours, mais on peut l'avoir quand même. Et puis, je pense que ça vaut la peine malgré tout, même si on n'est pas sur place. Donc, comment tu réagirais à cette, quand même, c'est une tendance assez lourde, hein, de l'importance grandissante de la participation culturelle par médias interposés et via le numérique avec les jeunes, les séries, etc. C'est quand même assez important, là. Est-ce qu'on prend d'autres questions, William, ou je On réponds? peut, on peut peut-être tendre la main si quelqu'un d'autre veut intervenir. Je pense que ça va peut-être rendre le tout aussi un peu plus dynamique. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient déposer questions, réflexions avant de repasser la balle à Jean-Marie? Oui, Mio, et je vois, oui, Mio tout d'abord. Oui, bonjour. J'ai très bien compris le rapport, les relations entre la médiation culturelle et le développement ou domination de l'économie créative. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus le rapport entre la médiation culturelle et la montée en puissance du populisme dans différents pays? Est-ce que j'avais vu quelqu'un d'autre lever la main? Je sais être sûr avant. Oui, Ève Lamoureux, à toi la parole. Merci Jean-Marie. Je me suis quand même posé la question. Il me semble que ce qui caractérise le système actuel, c'est une pluralité de finalités. Et dans la façon dont tu nous le dévoiles, puis ça marque l'ensemble de la démonstration que tu nous fais, c'est comme si tu nous disais qu'on était dans un changement paradigmatique profond. Donc, on passerait, grosso modo, je caricature un peu, mais à peine, de l'art d'élite à une sauce démocratisation, démocratie, à une entreprise créative. Il me semble que le système était plus complexe dans les années 60 et qu'il est aujourd'hui encore un peu plus complexe que ça. Donc, je voudrais t'entendre là-dessus, puis je voudrais t'entendre sur... Est-ce que tu considères que cette complexification-là, elle est tellement non essentielle que les espaces qu'elle libère servent à rien, ou s'il existe quand même encore des espaces pour l'art et pour les groupes sociaux de critique, d'appropriation par le biais de la culture. D'accord. Alors, première question donc sur cette participation culturelle par médias interposés. Elle n'est pas absolument récente, hein, c'est déjà documenté au moins depuis une vingtaine d'années. Mais ce qu'elle pose pour moi comme question, c'est le fait que justement, elle fait l'économie d'un accompagnement de médiateurs et de médiatrices et que cet accompagnement-là est pris en charge par les programmeurs, si on veut, des systèmes, par les gens qui aménagent les algorithmes qui vont nous amener, par exemple, à consommer toujours les mêmes choses, puisqu'évidemment, ayant sollicité certains objets culturels plutôt que d'autres, on y sera éventuellement relégué d'une façon un petit peu circulaire. Donc, c'est pour moi pas qu'il y a, il y a du neuf sous le soleil à travers une consommation culturelle médiatique, mais ce qu'il y a, c'est que l'importance qu'elle a prise, et évidemment la pandémie a exacerbé cette importance-là, place les médiateurs et médiatrices, ou enfin tous les efforts d'un accompagnement visant justement à contribuer à cet épanouissement des personnes et des groupes dans une situation de marginalité, c'est-à-dire on n'en a plus besoin. S'il s'avérait que 95% de la consommation culturelle se fasse à distance, seul et au moment de son choix, je ne sais pas quelle place il reste aux médiateurs et médiatrices. Donc, donc, non pas de déplorer, bien sûr, le fait que certains objets culturels ou certains lieux culturels nous soient maintenant accessibles à distance, mais que, évidemment, ça ne remplace pas
non seulement l'expérience directe des objets ou des sites, mais ça nous place aussi dans les mains d'intermédiaires qui ont leurs propres intérêts et qui ne sont pas ceux, je pense, qui sont partagés ou ils ne s'inscrivent pas dans la continuité des valeurs qui dominent le secteur de la médiation culturelle, comme on le définit, entre autres, au Québec là, depuis une quinzaine d'années. Donc, voilà pour peut-être le premier élément. Pour la deuxième question, c'est l'avènement de l'économie ou enfin des politiques créatives. C'est que, bien sûr, le thème lui-même remonte à la fin des années 90 en Angleterre. Donc, cette idée des industries créatives carbure, à mon sens, moins encore là à une idée d'une connexion forte entre l'art, le développement de la pensée critique, des opinions et de la délibération démocratique, qu'au fond, un art qui est saisi par des impératifs de rendement et par un souci de rentabilité dans des activités à haute teneur de croissance économique. Donc, c'est ce que j'appelle un peu le techno-commercial, parce qu'au fond, les gens, hein, les Uber de ce monde, n'apportent pas d'objets, on pourrait dire, singuliers. Il n'y a pas une production spécifique du point de vue là, de leur, enfin, du travail de cette industrie, mais simplement, ils se posent comme intermédiaire entre une offre et une demande, et puis tirent évidemment avantage de cette posture d'intermédiaire. Donc, encore là, je vois les postures traditionnelles de médiateurs et médiatrices qui auraient pu être des intermédiaires se faire doubler par, au fond, enfin, non seulement un système, on pourrait dire par une nouvelle catégorie hein, d'intervenants culturels qui n'ont peut-être moins qu'avant à cœur l'épanouissement, la réalisation de la personne, enfin une conception que j'appelle humaniste des arts et de la culture, mais une conception beaucoup plus contemporaine, comme je disais, de l'art au service de la croissance ou du lien social et de la culture au service du développement économique. Donc, je pense que dans la foulée de l'adoption de ces politiques-là, on n'aborde plus la culture comme il n'y a pas si longtemps, à savoir un travail sur soi, à savoir un peu une révélation à soi et un travail donc d'identification qui creuse dans la personne et qui ne se traduit pas par des faits économiques ou un engagement d'entrepreneuriat, alors qu'aujourd'hui, justement, hein, toutes les startups qui se disent actives en culture, pour l'essentiel, ont une durée de vie de quoi, un an, 2 ans, et puis ensuite se vendent aux plus offrants et sacrifient tout je dirais, tout ce travail, toute cette créativité dans une poursuite de bienfaits économiques. Alors, moi, c'est le lien que je fais, c'est que tant qu'on en restait à une politique culturelle plus traditionnelle, on savait à quoi on avait affaire, on savait qu'il y avait un appui à la création, bon, ici, évidemment, à la langue française au Québec, un appui aux institutions. Mais l'économie créative, ce n'est plus tellement ça, c'est de rediriger moins vers les institutions artistiques culturelles que vers les personnes et organisations innovantes. Et au fond, ce qu'on a pu déplorer avec cette adoption de la nouvelle politique culturelle au Québec en marge de l'adoption du plan numérique culturel, c'est que pour l'essentiel, le financement public, lui, est allé du côté du numérique. Et donc, ça laisse le milieu culturel appauvri. Et c'est un peu le lien que je fais et que dans l'économie créative, il n'y a pas véritablement de place pour les intermédiaires que sont les médiateurs culturels comme on l'entend maintenant. On voit mal en quoi est-ce que, je ne sais pas, comme médiateur ou médiatrice, vous iriez, je ne sais pas moi, inspirer Facebook dans ses pratiques. Hein. Je ne pense pas que c'est vers vous que cette entreprise-là se tournerait pour s'inspirer dans ses nouvelles propositions et dans son offre culturelle. Et la troisième question, c'est
le système à multiples finalités. Évidemment, j'ai essayé d'être un peu prudent en disant que ce serait des tendances générales. Il n'y a jamais un renversement qui se fait comme ça, je dirais, là, dans un court laps de temps. Il y a souvent superposition de systèmes. Mais justement, là où la pandémie, on peut dire, a joué un jeu important, ça a été dans l'accélération de ce passage-là de finalités, je dirais, culturelles à saveur humaniste vers les finalités culturelles post-humanistes. Au fond, et on sait que, même dans le milieu de la culture, on saluait l'inventivité des gens et des institutions qui ont pu se tourner vers le numérique. Mais ce n'est pas sans danger, à mon sens. Et il y a aussi toute une série d'articles qui sont passés là-dessus en disant la gratuité est en train de tuer la culture. Parce qu'au fond, souvent, la compétition, c'est-à-dire si on veut attirer les foules, les consommateurs, évidemment, à des fins de vente, si on veut, aux annonceurs, hein, donc de valorisation, bien sûr, des métadonnées. On est entré dans une logique qui est complètement étrangère à celle que l'on avait auparavant, où les bienfaits de l'activité se retrouvaient dans l'activité elle-même et la valorisation y était directement intégrée. Donc, ça ne signifie pas, à mon sens, qu'il n'y a plus aucun espace pour l'art subversif au sens fort ou à la critique puisant aux arts, mais il me semble que depuis au moins 4 ou 5 ans, l'essentiel des colloques, enfin des événements portant sur l'art insiste toujours sur son lien avec la société, c'est-à-dire au fond son lien avec le vivre ensemble, avec la construction du lien social, et que très peu maintenant échappent à cette façon d'envisager l'art. Et encore là, ça fait écho un peu à ce que je disais, l'inversion. Hein. Au fond, il n'y a pas si longtemps, on disait l'art est toujours en train au fond, d'exercer une action corrosive sur les pouvoirs. Et on disait, ce serait bien que les artistes aussi contribuent à rendre la société plus humaine, plus juste, etc. Mais là, c'est comme si la majorité des artistes étaient un peu emprisonnés à l'intérieur de ce nouveau canevas et que par exemple, les artistes qui proposent simplement des démarches qui trouvent leur raison en soi sont un peu déclassés, par exemple, dans la course au financement. C'est pour ça que j'évoquais cette idée-là d'une action un peu commune ou parallèle entre les subventionnaires de la médiation culturelle et les médiateurs et médiatrices culturelles, puisque, au fond, pour moi, il va de soi que c'est un travail qui se renforce mutuellement et que, évidemment, s'il n'y avait pas, par exemple, je ne sais pas, de projets de médiation culturelle dans les municipalités au Québec, il y aurait beaucoup moins de gens qui se revendiqueraient de la médiation culturelle parce qu'il n'y aurait pas justement un financement important qui fait en sorte de lever des activités, des projets et qui nécessite bien sûr d'avoir cet accompagnement-là pour s'assurer quoi? Pour nous, s'assurer que les gens y trouvent leur compte, mais aussi que les subventionnaires trouvent leur compte là-dedans. Et c'est là où un petit peu, là, je laissais entendre qu'il n'y avait pas une prise de conscience qui m'apparaissait toujours très claire de la part des médiateurs et médiatrices, pensant s'être affranchis complètement de ce carcan qu'imposent parfois doucement les subventionnaires de projets ou de dispositifs, mais qui les imposent de toute manière et qui convie à ce moment-là à la fois les artistes, mais aussi le public à une offre et une consommation qui se rejoignent. Parce que, évidemment, il faut bien rentabiliser cet investissement, sauf que ça s'impose comme étant une relation un peu forcée entre les artistes et les publics, auxquels contribuent les médiateurs et médiatrices culturelles. Merci beaucoup, Jean-Marie. C'est très riche. Juste avant de continuer la discussion, je rappelle qu'on a jusqu'à 2h30. Ceux qui doivent quitter, aucun problème. Merci d'avoir été là. Pour le reste, pour la prochaine demi-heure, je propose d'y aller en mode discussion
Donc, oui, il peut y avoir des questions dirigées à Jean-Marie, mais j'ai l'impression, je regarde le chat, qu'il y a beaucoup d'éléments qui ressortent, qui nous concient sous cette forme-là de discussion. Alors, j'ai vu qu'il y avait Marcel Dubé, et ensuite, je vais passer dans les questions. Marcel. Oui, bien, c'est super intéressant, Jean-Marie, ce que tu nous apportes, en même temps que c'est un peu troublant, je vais dire, parce que effectivement, l'effet de la pandémie remet encore plus en lumière cette espèce de dichotomie que tu sembles nous mettre de manière frontale sur un avant médiation culturelle et un après médiation culturelle. Ça serait quoi le retour à la normale, si je prends le vocabulaire actuel qu'on nous sert dans plusieurs conférences de presse? En fait, j'ai envie de t'interpeller sur la fameuse filière de formation. Tu nommais un peu ces manques de la filière de formation universitaire. En quoi, mettons, si cette filière universitaire ou de formation, s'il n'y a pas universitaire, en tout cas dans d'autres secteurs, serait un peu un garant des dérives possibles? Tu sais, parce que j'ai comme vraiment le sentiment d'être devant une pratique de médiation culturelle à l'âge de pierre, puis une qui nous amène dans un monde où on est en train d'atterrir sur Mars, là, tu sais. D'ailleurs, on va le faire bientôt. Mais, tu sais, je fais vraiment une caricature, mais, tu sais, comment garder ce qu'on a construit, puis justement, ce qu'on a essayé de construire n'était pas finalisé non plus. On était constamment en train de travailler sur ces pratiques de démocratisation culturelle versus de démocratie. Donc, ça pose la question de la notion de citoyenneté aussi. Tu sais, je veux dire, le numérique, là, il fait quoi avec la citoyenneté? C'est ça aussi, comment, si on s'inscrit tout le monde dans une pratique plus numérique, est-ce qu'on fait du ensemble dans ce numérique-là ou on fait, comme tu dis, chacun chez soi devant son petit écran dans nos carrés comme on est aujourd'hui, même si on est tous ensemble? En tout cas, un peu, voilà les questions que j'ai envie d'amener. D'accord. Enfin, Merci. Je pense qu'il n'y a pas de retour à la normale. Jean-Marie, j'ai pris d'autres interventions. Il y avait d'autres interventions que j'avais prises. Il y avait Mélissa et ensuite Richard Nicole et ensuite on te repasse la balle. Alors, Mélissa, peut-être d'abord? Oui, bonjour. Ben moi, c'était justement, ça me suscite plein de questionnements, évidemment, mais en prenant compte de toutes les informations que vous venez de nous donner, de nous partager, quel avenir on peut envisager là, pour le métier de médiateur culturel ou la médiation culturelle? Parce que là, j'avoue, enfin, je me questionne un peu à travers ce que vous avez entrepris comme recherche, démarche, tout ça, comme vous, comment vous projetez ça peut-être dans le futur? Voilà. Merci, Mélissa. On va passer la parole maintenant à Richard Nicole. À vous la parole. Oui, merci. Moi, je ne me démêle pas toujours parfaitement dans tout ce type de discussion universitaire. Mais disons que je suis un gars de terrain et j'ai un exemple précis de ce que propose Jean-Marie. C'est à l'époque, dans les fins des années 90, j'étais directeur d'une organisation communautaire qui était située sur la rue Sainte-Catherine en face des Faufounes électriques qui venaient de naître. Et j'ai eu à me défendre et puis à défendre des graffitistes de l'époque devant la communauté d'affaires. Et c'était vraiment une défense là, militante. Hein? Et les graffitistes étaient très militants à l'époque. Je ne sais pas s'ils sont autant aujourd'hui. Et je me rappelle d'avoir défendu. Et aujourd'hui, on voit que la rue Saint-Laurent, la communauté d'affaires de la rue Saint-Laurent, a récupéré vraiment le graffiti pour en faire un festival de murales. Hein? Et donc, c'est vraiment, moi, quand j'ai vu ça, je me dis, waouh, waouh, waouh! Hein? Et à l'époque, je me rappelle que j'avais dit à la communauté d'affaires, et là, en ce sens-là, je n'étais pas très militant finalement, mais c'était pour protéger, bien sûr, les graffitistes. J'avais dit aux gens d'affaires, écoutez, on pourrait peut-être faire un grand centre-ville, plein de graffitis, plein de murales, de projets comme ça, et ça vous dynamiserait, votre projet de commercial, si on veut. Donc, c'était un petit peu la présentation aujourd'hui. Je voulais savoir aussi si la notion d'otium, parce que j'ai lu un livre récemment sur la notion d'otium, qui semble être un loisir studieux, un loisir de réflexion, de développement de soi, qui est à ses premiers débuts. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai,
mais j'aimerais avoir votre position à ce niveau-là. Merci. D'accord. Alors, mais merci pour vos questions. Donc, comme je débutais ma réponse à Marcel, il me semble qu'il n'y aura pas de retour à la normale. C'est ce qui arrive. Et c'est, entre autres, lié, on revient à la première question, c'est aux nouvelles consommations culturelles. Et donc, la jeune génération, si on veut, n'a pas du tout les mêmes habitudes, ne prétend pas même aux mêmes pratiques, je dirais, de lieux culturels que l'ancienne. On pense, je ne sais pas, à l'opéra. Je ne sais pas c'est quoi l'espérance de vie de l'opéra aujourd'hui. Ça m'apparaît, somme toute, assez faible. Et non pas que le milieu de l'opéra ne fait pas aucun effort. Au contraire, il en fait. Il fait de la médiation culturelle, etc. Mais ça m'apparaît relativement dérisoire comme effort eu égard au mouvement de fond, qui fait en sorte que c'est un public qui est évidemment très, très vieillissant, mais que c'est une forme artistique exigeante et ce n'est pas celle vers laquelle, je pense, les masses vont se tourner à l'avenir. Donc, au fond, la médiation, c'est un peu ça, c'était de mettre en contact les personnes avec des formes artistiques et culturelles exigeantes qui faisaient en sorte qu'à travers ça, il y avait un développement de la personne et non pas simplement en contact avec donc des objets de culture à consommer, je dirais, un peu comme on consomme tout autre produit de consommation. Donc, il y a tout lieu de craindre qu'effectivement, la vie culturelle, hein, c'est pour ça que je sortais des statistiques canadiennes et québécoises, ne ressemblera plus en 2022 à celle de 2019 ou avant, notamment par le fait que la place de la culture numérique sera hégémonique. Et donc, ça a pu vivre un peu en parallèle pendant un certain temps, pendant la montée du numérique. Mais là, il me semble que les dernières années ont montré que le vent était dans les voiles du numérique et beaucoup moins dans celle des arts vivants et des arts du spectacle. Et que ça va toujours rester quelque chose, si on veut, de fort, au sens où symboliquement, ça affirme de grandes choses. Mais ça va devenir, à mon sens, à la marge des pratiques culturelles. Donc, et dans 2 générations, là, il y aura certaines formes qui auront périclité ou seront véritablement sur le point de disparaître. La filière de formation, je l'évoquais, c'est parce que c'est souvent sur cette base-là qu'une communauté professionnelle peut se structurer. Donc, on le sait, par exemple, en travail social, toi qui l'es, on termine un bac en travail social, on peut faire partie si on veut, de l'ordre des travailleurs sociaux. Mais il n'existe pas un équivalent, ni en animation, pourtant, après 40 ans, qui n'a jamais réussi à se structurer en ordre professionnel, mais il n'en existe pas non plus au niveau de la médiation. Et là, me semble-t-il que ce milieu de la médiation serait plus à même d'affirmer, bien sûr, ses singularités, mais aussi de prendre la parole dans l'espace public avec une plus grande force, alors que là, on est pris à le faire de façon individuelle, si on veut, et ça, avec une moindre portée. Donc, je pense qu'il y aurait un double bénéfice, une plus grande reconnaissance pour les gens qui pratiquent, mais aussi une plus grande capacité peut-être d'influencer sur des prises de décision politiques, vraisemblablement à l'échelle locale, parce qu'on avait tenté, lors de l'élaboration de la nouvelle politique de la culture québécoise, d'induire cette idée que la médiation culturelle pourrait entrer dans les orientations d'une politique nationale. Et ça avait accueilli, je dirais, une réponse assez favorable dans les premiers moments de délibération, mais juste avant qu'il y ait publication de la politique définitive, il y a eu évacuation de ce thème-là. Et puis, on ne le retrouve plus. Donc, au niveau national, ce n'est plus là. Par contre, évidemment, au niveau local, c'est encore présent. Il faudra voir, là, effectivement, quelle pérennité ça pourra avoir. Ensuite, sur l'idée de l'avenir du métier, ça croise un peu, hein, Mélissa. Donc, la réponse que je viens de donner, c'est un métier vis-à-vis duquel les gens se réclament, mais c'est rarement un métier qui est présenté comme tel dans tous les cas. C'est souvent
un rôle qui va être réalisé avec différents titres. Et c'est souvent même, au fond, sujet à des actions polyvalentes. Hein. C'est des gens qui ont d'autres fonctions, qui vont assumer aussi des fonctions de médiation. Mais pour moi, au fond, il serait urgent hein, pour maintenir la vitalité à la fois de ce champ d'études et de pratiques et à la fois des personnes qui l'exercent, ce métier, donc de créer je dirais, un lieu fort fondé sur une formation qu'on pourrait aussi bien enrichir et qui ferait en sorte qu'il y aurait des lieux où en marge de ce qu'on fait aujourd'hui et des initiatives que font des groupes de recherche comme l'OMEC ou autres, au fond, se stimuler, si on veut, réciproquement, se renforcer ses postures, donner plus de pertinence éventuellement, sociale, artistique, culturelle à nos travaux. Donc, à défaut, à mon sens, il y a là aussi, hein, avec un peu la fin d'une certaine forme de pratique culturelle, c'est la fin d'une certaine forme d'accompagnement de ces pratiques qu'il faut anticiper. Alors, il serait sans doute trop tôt pour dire il faut quitter le bateau puis il faut se sauver, mais si on laisse aller les choses telles quelles, je dirais l'avenir n'est pas très rose à moyen terme. Hein. Ce n'est pas demain matin, mais dans 10 ans, dans 15 ans, je crains qu'il reste beaucoup moins de vitalité à cet égard. Et puis enfin, sur la question, donc, peut-être justement de la fin de la transgression. Hein. Au fond, on évoquait cette idée, enfin Richard évoquait l'idée, les graffitistes, qu'on essayait de refouler à la marge autrefois et qui maintenant sont au centre des villes, de la vie culturelle. Il y a effectivement, moi c'est ce que j'observe, un changement de registre très fort. Tout ça n'est pas absolument récent. On avait vu, hein, on se souvient peut-être, la robe faite de viande qui avait été exposée là, au musée d'Ottawa et qui en avait choqué plusieurs et qui, au fond, montrait, à mon sens, que justement la logique de la transgression, de la subversion n'opérait plus de la même manière avec les pouvoirs à l'heure actuelle et que les pouvoirs, au contraire, utilisaient jusqu'à un certain point ces outils subversifs ou transgressifs pour affirmer leur ouverture, pour affirmer leurs valeurs d'inclusion, etc., qui sont souvent, pour les très grandes entreprises, hein, du art washing, greenwashing, etc., c'est-à-dire, au fond, une signature dans l'espace public qui ne traduit pas toujours un véritable engagement en la matière, mais qui s'apparente ou enfin apparaît aujourd'hui comme une nécessité corporative. La question, donc, du loisir studieux, c'était, à mon sens, dans l'Otium, c'était porté par les classes supérieures, au fond. Hein. Enfin, je me suis commis déjà dans un ouvrage là-dessus. Et, par exemple, apprendre le grec ancien, c'était rarement les travailleurs et travailleuses au bas de l'échelle qui s'y prêtaient. C'était des gens dégagés de tout travail qui, au fond, se donnaient un peu le mandat d'inspirer leur propre monde, mais aussi le commun des mortels, par une activité, disons, improductive, mais exigeante. Mais on sait depuis un certain nombre d'années qu'il n'existe plus d'élite culturelle. Enfin, les gens qui composaient ce groupe ne forment plus une entité, qu'il n'y a pas eu reproduction de cette élite. Hein, et ça, bien sûr, c'est à mettre au titre de l'accès, par exemple, aux études postsecondaires qui ont permis de démocratiser, si on veut, l'ensemble des catégories sociales ou des pratiques sociales. Mais toujours est-il que je vois mal aujourd'hui qui serait porteur de ce loisir studieux. Il me semble que les nouveaux retraités, mais là, il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui pourront confirmer, ne versent pas dans un tel loisir studieux, c'est-à-dire soit maintiennent les activités, on pourrait dire classiques, hein, prof associé, etc., et continuent au fond les activités professionnelles, mais n'ont pas justement
le loisir de vaquer à un osium qui pourrait être inspirant pour les autres catégories sociales et qui, évidemment, les qualifierait dans un peu l'ordre de la distinction. C'est-à-dire, au fond, ce n'est pas parce qu'on appartient à l'élite, bien sûr, qu'on a déjà fait toutes nos preuves. C'est-à-dire qu'au sein même du monde élitaire, bien, il y a une concurrence pour être au-dessus de la mêlée. Et puis, cette pratique de loisirs studieux donnait cette plus-value, si on veut, à des personnes qui leur permettaient effectivement de gagner en galon à l'intérieur du petit monde des élites historiques. Mais, enfin, il y a lieu de penser qu'il n'y a plus une telle chose qu'une élite qui se reproduirait, une élite culturelle qui se reproduirait. Et je pense que tant que l'enseignement supérieur restera accessible comme il l'est, en tout cas au Québec, au Canada, je ne pense pas là, que la dynamique sociale nous ramène à une telle hiérarchie dans la société entre cette élite affranchie de la condition salariale et le menu peuple qui, lui, n'arrive pas à s'y affranchir. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, commentaires. Merci, Jean-Marie. Il nous reste une dizaine de minutes, donc peut-être que je tendrai la balle si les gens veulent faire une intervention, surtout si des personnes qui ne sont pas intervenues jusqu'à présent. C'est comme le moment ou jamais. Si vous avez quelque chose à dire, c'est vraiment le bienvenu. Donc, je vous laisse y penser. Oui, alors je vois la main de Philippe et de Christian. Alors, Philippe, tout d'abord, vas-y. Oui, ben merci beaucoup pour la présentation. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, M. Lafortune. Ça fait longtemps que je suis plus à l'UQAM. Cela étant dit, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Moi, juste pour dresser le portrait, je travaille comme agent de développement culturel aux îles de la Madeleine pour un organisme qui s'appelle Arrimage Corporation culturelle des îles. Je trouve ça vraiment intéressant, puis c'est vraiment un peu coup de poing comme présentation pour moi parce que ça fait 2 ans et demi maintenant que je travaille à ce poste-là. Entre-temps, on a eu justement le développement du réseau des agents de développement numérique à travers la province. On a une ressource qui nous est attitrée en collaboration avec Culture Gaspésie. Puis on a vraiment plongé tête première dans ces approches-là numériques, dans tout ce que ça implique. Il y a beaucoup de positifs là-dedans, mais effectivement, il y a tout un peu une perspective critique qui n'a peut-être pas accompagné ce déploiement-là. Puis je trouve ça particulièrement intéressant dans le contexte de la pandémie, justement, de pouvoir bénéficier de cet apport-là en pouvant assister à cette présentation-là. Je dirais que c'est intéressant peut-être de considérer en tout cas, je vais résumer en pensant un peu. Dans une région éloignée comme les îles de la Madeleine, c'est sûr que le rapport à la culture et à l'art est peut-être un peu différent que dans un grand centre comme Montréal. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes modes de consommation non plus. Je trouve ça intéressant de constater aussi que le rapport de médiation va peut-être un peu être différent au regard de la proximité qu'on peut avoir avec les artistes et tout ça qui viennent nous voir. Mais je trouve ça... j'ai vraiment accroché sur la notion d'identité puis de citoyenneté qui avait été soulevée par rapport au fait que ça fait plusieurs années que c'est dit, que c'est discuté justement cette idée-là de la disparition de la citoyenneté au profit d'une identité numérique qui est globale, où les gens se reconnaissent davantage dans des communautés de goût que dans des communautés géographiques puis dans des communautés locales, si on veut. Je serais curieux de voir, en tout cas, finalement, c'est peut-être une question, un commentaire appréciatif de la présentation. Là, moi, ça me donne juste le goût d'explorer un peu plus, justement, disons, les conséquences un peu de tout ça sur une communauté comme la nôtre. Là. En tout cas, ça se peut, M. Lafortune, que je vous écrive prochainement pour, si j'ai des questions ou quoi que ce soit, là, en tout cas, c'est définitivement quelque chose, je pense, qui est à prendre en considération dans l'approche qu'on fait de tout ça pour le développement des arts et de la culture sur notre territoire, mais aussi pour disons, le développement de notre communauté et ce que ça implique en termes de culture aussi. Voilà. Désolé si c'était pas très, très clair mon affaire.
Merci Philippe. Très pertinent aussi le point de vue des îles dans l'image. Christian Poirier? Oui, bien, merci beaucoup Jean-Marie. Je crois que tu as bien éclairé des lignes de force qui sont absolument importantes, à la fois économiques, juridiques aussi, c'est important, politique. Le populisme aussi, je crois que tu as bien cerné hein, une tendance forte du populisme, c'est ce rejet de l'institution. Donc, globalement, c'est quand même problématique au niveau des médiations. Donc, on vit quand même une époque, enfin, qui n'est pas nouvelle, mais quand même dans laquelle les médiations posent globalement problème. Hein, et ça touche les arts, mais ça touche le politique. Marcel Gauchet le rappelait, le politique, c'est la médiation de la société avec elle-même. Et donc, on est dans une espèce de vision, de représentation encouragée effectivement par le numérique, mais de l'immédiateté du rapport à soi-même et du rapport aux autres. Et là, tout ce qui est intermédiaire, effectivement, médiateur, autre que soi, l'altérité, bien là, pose problème quelque part à l'intérieur de ça, donc à un niveau très macro. Là. Ceci étant dit, il en demeure pas moins qu'en t'écoutant, lorsqu'on met ça en parallèle avec une certaine représentation de la médiation culturelle que tu amènes, bien là, l'écart entre ce constat-là critique, qui doit être bien critique, on le partage, et l'évolution de la médiation culturelle selon toi et des pratiques culturelles selon toi, bien là, cet écart-là apparaît absolument gigantesque. Alors qu'il me semble qu'il est possible de conserver le regard critique que tu évoques très bien, qui doit être politique fondamentalement, il me semble, avec tout de même des nuances apportées d'abord à l'évolution de la médiation culturelle. Oui, tu le dis, mais dans tes réponses, commentaires, tu es revenu. La médiation culturelle, c'est de mettre en place des relations avec des formes exigeantes de la culture. Certes, il y a toujours ça, mais c'est autre chose aussi, la médiation culturelle, tu le sais bien depuis plusieurs moments. Ouverture à d'autres formes culturelles, à d'autres pratiques culturelles. La médiation culturelle comme processus, justement aussi. Les pratiques culturelles également, c'était sous-entendu dans le commentaire et la question du collègue Gilles Pronovo, mais voilà, si on scrute d'autres formes de pratiques culturelles et de participation culturelle, on ouvre une boîte absolument complexe, hétéroclite, et incluant notamment chez les jeunes, et donc d'autres formes, notamment à l'ère du numérique, de micro-citoyenneté peut-être numérique, mais enfin bref, la culture se joue aussi ailleurs que dans une sorte d'espace plus macro dans lequel tu sembles globalement te situer. Est-il possible de conserver le regard critique auquel tu nous invites et que je partage avec quand même une vision un petit peu plus positive, je dirais, des lieux où justement le politique et les citoyennetés à l'ère du numérique peuvent s'incarner et à l'ère d'autres formes de participation culturelle qui sont quand même saillantes, on le voit, mais qui sortent effectivement de certaines représentations peut-être plus médiatisées, je dirais, de ce qui concerne les arts et la culture aujourd'hui. Voilà, c'est une question très large, mais qui comporte des commentaires en même temps, mais voilà. Mais merci de la réflexion parce que c'est très nécessaire, je dirais. Grand défi, Jean-Marie, tu as 3 minutes pour répondre, alors je te passe la balle. Enfin, à moi de commencer par la dernière, c'est je pense que le regard critique conjugué à une vision positive est souhaitable, mais les indicateurs nous induisent une autre disposition. Donc, si on regarde par exemple qui croit le moins dans le système démocratique au Québec, c'est les personnes vivant en milieu urbain de moins de 25 ans. Donc, le renouvellement de la démocratie et donc ce que ça sous-entend du point de vue aussi du financement des arts et de la culture, des formes d'accompagnement soutenues, etc., est mise à mal de l'intérieur. Et ce n'est pas simplement je sais pas, le numérique et le GAFAM qui exercent sa pression, mais c'est aussi le fait que les gens estiment que ce n'est plus nécessairement la forme souhaitable à l'heure actuelle, la forme de vie en commun, au fond, hein, de régime politique. Et
Et curieusement, donc, c'est quand on sort des centres urbains et quand on monte en âge que les gens tiennent le plus à la démocratie telle qu'on l'a vécue, disons, depuis 100 ans. Mais ça, c'est un peu, ça fait partie de cette mouvance que j'évoquais avec, par exemple, l'opéra. C'est-à-dire, au fond, dans 2 générations, c'est tenant d'une démocratie comme on l'a vécu sensiblement tout au long du 20e siècle, début 21e peut-être, quitte et que les générations qui suivent ne partagent pas cet idéal démocratique. Et donc, voilà, par exemple, un élément qui est quand même une fondation importante pour la vie politique et la démocratie. Donc, c'est-à-dire une confiance envers les institutions, une adhésion aux valeurs et aux horizons de la démocratie, malgré, hein, évidemment, je ne cherche pas à l'embellir outre mesure. Il y a toutes sortes de failles, bien sûr, qu'il faut noter. Mon propos n'est pas de dispenser les institutions démocratiques de toute critique, bien sûr, mais que de souhaiter leur disparition, et plusieurs y travaillent, et on pourrait dire la dynamique sociale semble y contribuer, et donc même démographique, on pourrait dire. Et c'est voilà les éléments, moi, qui m'inquiètent davantage, parce que, un peu dans l'abstraction, on pourrait dire, l'après-pandémie, ben oui, on revient à ce qui était, mais ce n'est pas ça. Plusieurs indicateurs nous montraient déjà que depuis une vingtaine d'années, tout changeait. Mais là, on est, je pense, plus à même de voir les impacts et de mesurer la portée de cette dynamique-là. Et personnellement, je crains que, n'étant plus en phase avec la démocratie, donc celle du volontarisme politique, celle de l'universalité, par exemple, hein, des programmes et des services publics, etc. C'est ça qui est en train d'être mis à mal, mais à défaut, on ne construit plus justement de communauté politique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des interactions égalitaires entre les gens, mais ça se développe dans des registres, on pourrait dire, non politiques au sens institutionnel du terme. Et ça m'apparaît très, très fragile, très vulnérable, eu égard au fait qu'on doit se mesurer, bien sûr, à des multinationales, notamment du numérique, qui disposent de moyens commensurables par rapport aux nôtres. Donc, je dirais, je pourrais partager une vision positive, mais je crains là, que tous les indicateurs ne nous y conduisent pas. Mais sinon, enfin, la question de l'altérité, justement, qui est une question fort importante, je pense, Christian, tu la soulevais au niveau d'un travail de médiation, c'est un peu aussi ce que le numérique est en train de nous faire perdre. Et c'est bien documenté aussi, c'est-à-dire qu'au fond, les avancements circulaires de notre parcours dans l'Internet fait en sorte qu'on ne croise plus l'altérité. Et donc, on ne construit plus une espèce de société qui n'est pas une communauté. Une société est faite de personnes d'origine, d'aspirations différentes, de catégories sociales différentes, mais qui parviennent malgré tout, à travers des institutions, à cohabiter et à développer des projets communs. Or, il me semble que ça, c'est en train d'être perdu et qu'on a sensiblement relégué ce rapport à l'altérité à quelque chose de très secondaire aujourd'hui. Et pourtant, c'est fondamental pour la suite de la vie collective. Un grand merci, Jean-Marie, pour la présentation, pour les idées que tu as mises sur la table, pour les discussions que ça a entraîné. Merci à tout le monde d'avoir été présent pour participer à cette discussion-là. Merci à Margot Pommier et à Marcel Dubé dans le comité d'organisation également. Merci aussi pour finir à l'OMEC, à la chaire Fernand Dumont, à Execo pour le soutien à l'organisation. Cette conférence-là va être disponible en ligne sur YouTube dans quelques semaines. Et je vous avertis, il y aura un prochain webinaire qui va se tenir le jeudi 15 avril à la même heure avec comme invité M. Fernand Harvey. Alors, vous êtes conviés, une invitation plus formelle suivra dans les prochaines semaines également. Encore une fois, merci Jean-Marie, merci tout le monde. On vous souhaite une belle fin de journée et de poursuivre ces réflexions-là pour la suite de la culture. Au plaisir.